Il y a quelques mois, une phrase a fait le tour du monde. On a les indices les plus forts jamais trouvés d'une vie sur une autre planète. Et quelques semaines plus tard, d'autres scientifiques regardent les mêmes données et disent non, c'est pas assez solide. Alors attends, si même la plus grosse preuve de tous les temps s'effondre aussi vite, alors comment on trouve quoi que ce soit de sûr là-haut? Aujourd'hui, on ne cherche plus de petites zones vertes, on cherche des indices. Et un indice, ça trompe souvent. Ok, mais alors, on cherche quoi exactement comme indice? Aujourd'hui, le vrai tournant, il date de 1995. Avant, on attendait un signal venu d'ailleurs, un genre de bonjour cosmique. Et là, des astronomes repèrent une première planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Bascule totale. On arrête d'attendre un message, on se met à inventorier les mondes. Aujourd'hui, on en connaît plus de 6000. Et tu pourrais te dire, génial, plus de monde, plus de chances de tomber sur la vie. Logique. Sauf que trouver un monde, c'est pas trouver la vie. Et pour ne pas mélanger, les scientifiques classent chaque indice sur 3 étages, un peu comme une enquête. Parce que voilà le piège, un monde peut cocher l'étage 1 à fond, et ne jamais atteindre l'étage 3. Avoir les ingrédients, c'est pas être vivant. Habitable, ça veut juste dire qu'on pourrait y vivre, pas que quelqu'un y vit. C'est comme tomber sur une cuisine équipée, frigo plein, plaques branchées. Ça prouve qu'on pourrait y cuisiner, pas que le dîner est servi. Et crois-moi, cette confusion-là, c'est la numéro 1. Imagine 3 bocaux, ingrédients, habitables, habités. Les 2 premiers, on arrive à les remplir. Le troisième, il est toujours vide, complètement. Alors, si on ne trouve que l'étage 1, pourquoi ça fait quand même la une partout? Eh bien justement, en 2025, on a ouvert un caillou ramené de l'espace qui débordait d'étage 1 et ça a tout déclenché. Recule un peu dans le temps. Pendant des années, une sonde de NASA file vers un astéroïde appelé Bennu, lui gratte un peu de poussière et la ramène jusqu'à la Terre. Janvier 2025, on ouvre la fiole dans une salle blanche en entendant son souffle. C'est une soupe chimique de dingue. Dedans, on trouve 14 des 20 acides amines que ton corps utilise pour fabriquer ses protéines. On trouve les 5 nucléobases, les fameuses lettres de l'ADN et de l'ARN, de l'ammoniac, des sels, en clair le kit de démarrage du vivant planqué dans un caillou plus vieux que la Terre elle-même. Des morceaux du vivant qui se sont assemblés tout seuls dans le noir et le froid de l'espace, sans la moindre cellule autour. Et là, forcément ton cerveau s'emballe, les briques de vie qui tombent du ciel. Alors la vie doit être partout. On tient enfin quelque chose, non? Attends, parce qu'il y a un détail minuscule. Et il change tout. Beaucoup de molécules existent en 2 versions. L'une, le reflet de l'autre, exactement comme ta main gauche et ta main droite. Même doigt, même forme, mais impossible de les superposer. Or, quand c'est la chimie tout seul qui les fabrique, elle prend les 2 versions à peu près à part égale. Un mélange gauche-droite. La vie sur Terre, elle, fait un truc super bizarre. Elle ne garde qu'un seul côté, toujours le même, comme si elle n'utilisait qu'une seule de ses 2 mains. Elle trie. Et sur le Bennu, les acides amines sont en mélange, gauche-droite, moitié-moitié, donc fabriqués par la chimie de l'espace, et pas par le moindre organisme. C'est exactement ce que la vie n'aurait pas fait. Tu vois l'image? On a récupéré toutes les lettres de l'alphabet du vivant, mais étalées au hasard. Il n'y a aucune phrase, aucune main qui a trié. Une pleine poignée de lettres de Scrabble, et pas un seul mot. Donc le verdict tombe. Bennu, c'est l'étage 1, dans toute sa splendeur. Les ingrédients peuvent être répandus dans tout l'univers, mais avoir les ingrédients, ce n'est toujours pas être vivant. Une soupe chimique, aussi riche soit-elle, ce n'est pas un extraterrestre qui te remplit un formulaire. Et ça laisse une question un peu vertigineuse en suspense. Si les ingrédients, eux, ont l'air d'être partout, pourquoi la vie, elle, est-elle si discrète? Personne n'a vraiment de réponse. Mais une chose est sûre, trouver des molécules organiques, ce n'est jamais trouver la vie. Bon, un caillou, au moins on peut le tenir de la main, le retourner, le réanalyser autant qu'on veut. Mais les batailles les plus féroces, elles, se jouent sur quelque chose qu'on ne touche jamais. Quelque chose qui voyage pendant des années avant de nous arriver. De la lumière. Cette planète, elle s'appelle K2-18b, et c'est tout l'inverse de Bennu. Elle tourne autour d'une autre étoile, à une distance qu'on n'imagine même pas.
On ne la touchera jamais, on ne s'y rendra jamais. Tout ce qu'on a d'elle, c'est un peu de lumière. Alors, comment tu lis l'atmosphère d'un truc aussi loin, avec juste de la lumière? Génial, en fait. Quand la planète passe pile devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile traverse son atmosphère avant de défiler vers nous. Et les molécules de cette atmosphère avalent au passage certaines couleurs très précises. Donc en regardant quelle couleur manque à l'arrivée, on devine ce qu'il y a dans l'air là-bas. C'est un peu comme deviner le plat qui mijote derrière une porte fermée, juste à l'odeur qui passe dessus. Tu ne vois rien, tu déduis. Et qu'est-ce qu'on a déduit? En 2023, le télescope James Webb repère du méthane et du CO2 dans l'air de K2-18b. Ça, c'est solide, personne ne le conteste. Puis, en 2025, une équipe annonce une autre molécule, du DMS, une molécule que sur Terre, on associe surtout aux vivants. Et là, c'est l'explosion. Les titres s'enflamment. Les indices les plus forts jamais trouvés. Une supposée molécule de la vie, de l'air d'une lointaine planète qu'on imagine couverte de l'océan. Cette fois, c'est sûr, on les tient. Sauf que, tu te souviens du début? C'est exactement cette annonce-là qui s'est effondrée en quelques semaines. Et voici pourquoi. Le signal était à 3 sigma, et il faut que tu saches ce que ça vaut. En physique, pour oser dire on a découvert quelque chose, on attend 5 sigma, le quasi-certitude. 3 sigma, c'est en dessous. C'est le tiens, c'est peut-être là. Poli, intéressant, oui. Une preuve, non. Et surtout, d'autres équipes ont repris exactement les mêmes données. Résultat, certains ne trouvent pas de signal du tout. D'autres montrent qu'il y a une molécule différente, ou juste une atmosphère un peu brumeuse ferait exactement la même bosse dans la lumière. Le problème, c'est que ces signatures se chevauchent. Deux molécules très différentes peuvent laisser presque la même trace. Tu réalises le truc. Le même signal devient une preuve de la vie pour les uns et un simple bruit pour les autres. Tout dépend de la façon dont tu nettoies tes données. Donc le verdict. Une seule molécule, ça ne suffira jamais. Et la prochaine fois que tu lis compatible avec ou 3 sigma dans un titre, traduis-le comme il faut. C'est de la prudence, pas une victoire. Là, au moins, on se disputait sur le sens du signal, mais parfois c'est encore plus vertigineux. Parfois, on ne s'accorde même pas sur le fait que le signal existe vraiment. Et cette fois, on se rapproche. Vénus, notre voisine, juste à côté à l'échelle cosmique. En 2020, une équipe annonce avoir repéré une molécule dans les nuages de Vénus, de la phosphine, en toute petite quantité. Et ce qui met le feu aux poudres, c'est qu'on ne connaît pas de façon simple de fabriquer cette molécule sans vie. La machine médiatique s'emballe. De la vie dans les nuages de Vénus. Sauf qu'ici, attention, le débat ne porte même pas sur est-ce que c'est de la vie. Il porte sur quelque chose de bien plus fondamental. Est-ce que cette molécule est vraiment là? Souviens-toi de ce que je dis. Tout dépend de la façon dont on nettoie les données. Sur Vénus, c'est la démonstration extrême. Les données brutes d'un télescope, c'est plein de bruit. Et pour en sortir un signal, il faut les retirer, enlever les parasites. Et là, ça se complique. Selon les méthodes que tu utilises pour nettoyer, la petite raie de phosphine apparaît ou disparaît. C'est exactement comme une tache floue sur une vieille photo. Tu pousses le contraste et tu la vois. Tu le baisses, elle s'efface. Alors, est-ce qu'elle est vraiment là, cette tache? Ou c'est juste ton réglage qui la fabrique? Et c'est précisément ce qui s'est passé. D'autres équipes ont repris les données et la raie s'est évanouie, ou est devenue si faible qu'elle pouvait n'être de rien du tout. En plus, à cet endroit-là du spectre, d'autres molécules peuvent laisser une trace presque identique. Et tu vois, on n'a pas réussi à se mettre d'accord non pas sur ce que veut dire le signal, mais sur le fait qu'il existe. Et des années plus tard, toujours pas tranché. Et ça, c'est la grande leçon de Vénus. Une annonce n'est pas un fait. Tant que des équipes indépendantes ne retombent pas sur la même chose, tu n'as rien de solide, même pas le point de départ. On a douté du sens du signal, on a douté de son existence. Reste le plus vieux rêve de tous. Pas une molécule, pas une vraie raie de lumière. Un vrai message. 15 août 1977. Un radiotélescope américain surnommé Big Ear, Grand L'œil, balaye le ciel. Et d'un coup, il capte un signal radio. Étroite, puissante, parfaitement nette. Tellement nette que l'astronome qui regarde l'imprime, entoure les chiffres et il griffonne un mot dans la marge. Wow! Ce mot, lui, restera. C'est encore aujourd'hui le signal le plus célèbre de toute l'histoire de la recherche d'aliens. Ça y est, c'est ça. Un signal aussi propre ne peut pas être un hasard. Sauf que le vrai problème, ce n'est pas qu'il soit mystérieux.
c'est qu'il ne s'est jamais répété. On a repointé le télescope au même endroit, encore et encore. Plus rien, le silence. Et là est toute la leçon. Un signal qu'on capte une seule fois, c'est inutilisable. Tu ne peux pas le réécouter, le revérifier, le décortiquer. C'est comme un bruit bizarre en pleine nuit. S'il ne revient pas, tu ne sauras jamais ce que c'était. Séduisant, oui. Une preuve, jamais. Parce qu'écouter le ciel, c'est pêcher un murmure dans un vacarme. Et le plus gros vacarme, c'est nous. Nos Wi-Fi, nos satellites, nos téléphones saturent les ondes. Du coup, parfois, c'est notre propre bruit qui se déguise en signal venu d'ailleurs. Et pour bien enfoncer le clou, il y a un deuxième cas plus récent. En 2020, un signal pointe vers Proxima, l'étoile la plus proche de nous. On l'appelle BLC1. Et celui-là, il a tout du candidat parfait. Étroite, stable, exactement ce qu'on attendait d'une vraie technologie. Le client idéal. Et en 2021, le verdict tombe. C'était une interférence humaine. Du bruit produit par nos propres appareils, ici, sur Terre. On cherchait ET dans les étoiles et on s'est tombé sur notre propre technologie qui se faisait passer pour lui. Tu vois où ça nous mène? Ce que fait une preuve, ce n'est jamais le côté spectaculaire, ni le signal parfait. C'est une seule chose, qu'on puisse le retrouver, le répéter, le confirmer séparément, par d'autres. Un signal qui ne revient pas, aussi beau soit-il, ne prouve rien du tout. Alors fais le compte avec moi. 4 histoires, 4 cases de découverte, 0 preuve. Et pourtant, ce n'est pas un échec, c'est une méthode. Tu vois ce que ça veut dire? La vie ne devient la bonne réponse qu'à toute fin, une fois qu'on a éliminé tous les autres suspects. La biologie, c'est le dernier nom sur le tableau d'enquête, jamais le premier. Et surtout, il n'existe aucune molécule magique, aucun signal unique qui répond oui d'un coup. Il n'y a pas de bouton vie détecté. Un dernier piège, le plus vicieux, parce qu'on peut saboter l'enquête nous-mêmes. Poser nos microbes sur Mars avec un rover mal nettoyé, abîmer un échantillon, nettoyer le ciel sous nos propres ondes. Et le jour où on contamine, c'est fini. On ne sera plus destiné leur vie de la nôtre. C'est pour ça qu'il existe des règles très strictes. La protection planétaire. On protège les autres mondes, oui, mais surtout on protège notre seule chance de savoir. Alors, je sais ce que tu te dis. Tous ces doutes, tous ces filtres, ça paraît décourageant. Mais c'est exactement l'inverse. Le doute, ce n'est pas de l'impuissance. C'est ce qui fait que le jour où une découverte passera, elle tiendra debout, pour de bon. Le doute, ce n'est pas l'ennemi de la découverte, c'est son garde du corps. Et avec cette grille en main, le héros de toute cette histoire change de visage. On a commencé cette vidéo en cherchant des extraterrestres. Et tu sais ce qu'on a trouvé au bout du compte? Non, pas des aliens. Une discipline. Parce que tous ces bizarreries, chercher des indices au lieu d'organismes, douter de chaque molécule, démolir ses propres annonces, ce n'est pas la science qui dérape, c'est la science à son sommet. Plus nos instruments deviennent précis, plus la ligne se dessine nettement entre « il pourrait y avoir de la vie » et « il y a la vie ». Et au fond, retiens 3 choses. Les ingrédients du vivant sont peut-être épanouis dans tout l'univers, mais les ingrédients ne sont pas un être vivant. Un monde habitable, ce n'est pas un monde habité, et un indice n'est jamais une preuve. Et une preuve, une vraie, c'est celle qui se répète, que d'autres confirment et qui survit aux 5 questions. Peut-être que la vie là-haut n'est pas si rare, peut-être qu'elle est même partout. Ce qui est rare, terriblement rare, c'est une preuve assez solide pour survivre à la rigueur. C'est ça, le vrai mur. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. En cherchant la vie ailleurs, on finit par apprendre ce que sur Terre n'était qu'un coup de dé, et ce qui peut être une règle de l'univers entier. Alors, la prochaine fois que tu tomberas sur un titre « On a peut-être trouvé la vie », tu ne te ferais plus avoir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça avance. Une nouvelle génération de télescopes se prépare. L'un d'eux est carrément pensé pour viser une vingtaine de mondes qui pourraient être habitables et les regarder directement. On ne sait toujours pas si on est les seuls dans l'univers. C'est peut-être la plus grande question qu'on se soit jamais posée. Mais pour la première fois, on a des outils et la rigueur pour y répondre un jour sans se raconter d'histoire. Et ça valait le coup de le comprendre comment ça marche vraiment. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.